Bonjour à toutes et à tous. C'est Gabriel Amzalag. Et Joséphine Tapiro, on est les créateurs du média et du collectif Midrash. Vous écoutez le Midrash Podcast, produit par Ténois, un média de pensée juive. Gabriel et moi, on est des créatifs, des artistes, et on a vécu un avant-après cet octobre. Malheureusement, on sait qu'on n'est pas les seuls, et c'est pour ça qu'on a voulu donner la parole à des artistes juifs. Parce que depuis toujours, les artistes juifs ont su transformer la difficulté en quelque chose de fort à travers la créativité. Et les artistes qu'on reçoit s'expriment à travers le cinéma, la musique, la photo ou la food pour raconter un morceau de leur histoire. Et à travers leur singularité, ils participent à réparer le monde. Que vous soyez juif ou non, on espère que ce podcast vous apprendra plein de choses et vous encouragera à raconter des histoires. Bonne écoute. Bonne écoute. Alors, on est en 2007. Étienne Kerber est sur la scène de l'Olympia avec son groupe de rock, les Shades, le rêve absolu pour un musicien. Le public est en transe, il chante les paroles par cœur, mais au milieu de toute cette lumière, de ce qu'il associe d'ordinaire à des étincelles, Étienne ressent un vide. Il se sent seul avec son angoisse qu'il décrit comme une épaisse obscurité, un vide cosmique. Le vendredi soir, alors qu'il est sur scène, il est rongé par une nostalgie, celle du Shabbat. Un regret de ne pas être en famille pour partager un bon repas. Ce concert, c'est un point de bascule et un moment fondateur dans le chemin spirituel d'Étienne, puisqu'il a ensuite décidé de revenir à sa vie de rabbin qu'il avait quitté après le succès de son groupe. Aujourd'hui, il officie à la synagogue libérale du CJL à Paris et continue de créer de la musique. Et nous, on a très envie de savoir ce qui anime l'esprit de ce rabbin rocker et auteur au parcours passionnant. Bonjour Étienne, Bonjour bienvenue dans Étienne. le podcast Midrash. Bonjour à tous les deux. On est ravis de te recevoir. On commence toujours un peu par cette question. C'était quoi ton rapport au judaïsme quand tu grandissais chez toi? Eh ben, on va essayer de faire un peu simple. C'était, une famille qu'on dit juive laïque. En vrai, le mot laïque est pas du tout bien employé ici, c'est plutôt juif séculaire. C'est-à-dire, on est profondément juif, c'est c'est notre peuple, mais on est aussi, français quoi, mes parents sont des fonctionnaires de la fonction publique, hein, et avec une mère proviseure et un père, administrateur au CNRS. Voilà, la religion, c'est presque plus l'État français, quoi. Heu, voilà, liberté, égalité, fraternité. Ce qui on pourra le voir plus tard, mais ça correspond tout à fait aux valeurs du judaïsme, en fait. Mm. Et en gros, voilà, je grandis avec cette idée que, bah, j'ai jusqu'à mes 3, 4, 5 ans, je sais pas du tout ce qui se passe. Apparemment, j'ai des souvenirs, on était dans des shabbats chez ma grand-mère, on faisait sûrement Pessah, mais c'était pour moi des réunions de famille, quoi, c'est pas sans plus. Et puis arrive ce moment au CE1, je pense, ou CE2. Je suis au centre, de loisirs, dans l'est de Paris, et voilà, il y a les potes, dans la cour de récréation, musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes et tout. On est en train de jouer, tu sais, sur ces toboggans et tout, et à un moment on dit: «Hey, c'est la nuit, c'est l'heure de se coucher», et vite du Le souvenir encore vivide, on sent. parce que j'ai l'impression que c'est Jonathan Cohen qui raconte l'histoire, et et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a des potes qui disent: «Bah, vas-y, chacun prend sa place». Il y en a 2 qui se battent pour avoir le toit. Ouais. Et je fais: «Mais pourquoi?» et tout. «Bah, parce qu'à partir de là, je pourrais parler plus vite à Dieu, quoi». Et je fais: «Mais c'est à qui?» Et là, c'est le grand moment où je découvre que enfin, il y a sûrement, en fait, une source de toute vie derrière, l'univers, quoi. C'est un de tes amis qui dit ça? Ouais, c'est ça, c'est les 2 quoi, c'est Les deux. le juif et le musulman. Et Jérémy et Walid, quoi. Et en gros, et à partir de là, je comprends que, en fait, il y a une le monde de la spiritualité, je suis très petit, et puis après je commence à me mettre à faire des prières, mais je suis en mode, je suis un Mais à quel âge tu commences à faire cette guerre du coup? vers 6, 7, 8 ans, quoi. Waouh, mais ça t'est venu tout seul? Ouais, ouais, je pense que l'idée de prier, j'ai dû, elle est dans la culture populaire, en fait, on l'a Bien dit, sûr, ouais. voilà, et en fait, je vois, et un jour, ma grand-mère me dit: «Mais comment tu pries alors?» Je lui fais un truc, je sais pas, c'est comme si tu m'envoyais à Skyrock faire un freestyle, tu vois? Aujourd'hui, il n'y a pas de talent, il n'y a pas de référence, connue, ça ne va pas, et elle me dit: «Oh là là, attends, attends», et elle m'écrit sur un bout de papier: «Schéma Israël», Waouh! et là, j'apprends la phrase par cœur, et du coup, je comprends mieux, et il y a une beauté derrière cette phrase et derrière l'amour qu'elle met dans chacun de ces mots, et puis après, tout d'un coup, tout commence à s'éclairer, je commence à devenir un peu plus vieux et j'apprends avec mon autre grand-mère, le Manishtana, à Pessah, et puis après, voilà, je suis quand même un petit peu freestyle, quoi. À 13 ans, je vois mes potes qui font, bar et bat mitzvah.
On me propose: «Est-ce que tu as envie de la faire?» Mmh. et on me propose pas, excuse-moi. Moi, je dis: «Peut-être j'aimerais bien la faire» et ma mère me dit: «Ton père, tu sais, il veut pas, hein». Enfin, genre, je fais: «Ah ouais, mais attends, pourquoi?» et elle me dit: «Tu as vraiment envie de la faire? Est-ce que ça veut dire que tu vas arrêter de manger du porc? Tu vas faire des prières à la synagogue, faire Shabbat et tout?» Je réfléchis, j'ai 13 ans, je dis: Mmh. «Non, non, je crois pas». Parce que Ton flemme. toi, Étienne, t'as un frère, non? J'ai un frère, oui, C'est un petit frère ou un grand frère? un petit frère. Ah OK, donc toi, tu étais le premier à potentiellement le faire ou pas? Exactement, OK. exactement. Et si on peut juste revenir en arrière parce que au cas où pour nos auditeurs qui seraient pas juifs et qui connaîtraient pas, Mmh est-ce que du coup tu disais, la phrase de Shema Israël, c'est une très belle phrase, mh. est-ce que tu nous expliques ce que ça veut dire et quand est-ce qu'on récite cette prière? Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Je fais un petit twist que ma grand-mère C'est m'avait ça qu'on appris. aime, c'est ça qu'on aime. C'est: Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Béni soit à jamais le nom de son règne glorieux. C'est une phrase qui apparaît dans la Torah et elle est devenue cette prière qui est centrale en fait dans l'office parce que c'est voilà, elle est remplie de. Enfin, il y a quand même un statement assez fort. Surtout à l'époque où il y avait que des polythéismes et ensuite après en fait derrière il y a toute une mystique, tout plein de secrets, de compréhension qui sont incroyables. Donc voilà, que tu l'apprennes à 6 ans ou à 49, tout va bien quoi. Enfin, Mmh. tu vas kiffer. OK. Et donc du coup, tu étais déjà très spirituel, très mystique dans ta jeunesse, dans ton enfance, dans ton adolescence, mais on imagine que tu écoutais aussi beaucoup de musique puisque ça fait partie de ta vie. Qu'est-ce que tu écoutais? Est-ce que tes parents écoutaient des choses en particulier? Avec quel genre de musique tu as grandi? Grave, la musique c'était à fond, je kiffais ça. C'est en gros, si tu veux, je pense que comme tout enfant français, je grandis avec les disques des parents qui sont, Dalida, Julien Clerc, Le Best of des Enfoirés, voilà, Georges Brassens, Jacques Brel, Claude François, bref, la liste est longue OK. et en gros, à chaque fois que je dis un nom, j'ai le CD qui revient, ça et hem et en gros, ce qui se passe, c'est que nous aussi, on commence à développer le goût, de notre génération. Donc moi, je pense que le premier souvenir où je m'approprie la musique, il y a un délire avec Michael Jackson, avec une de mes tantes elle me file carrément le baladeur avec la. Tu faisais le moonwalk ou pas? Ouais, ouais, bien sûr. Très aussi bien que je ferais un freestyle de rap là. Ah OK. OK, OK. C'est-à-dire, Juste après on s'il vous plaît, ne filmez pas, mais on peut tenter et en gros, ce qui se passe, c'est que ouais, j'ai un souvenir, voilà, d'une tante qui m'offre la cassette avec Michael Jackson parce que j'avais trop kiffé, ça m'avait emporté ce jour-là. Mais c'est vraiment plus tard que là, je vais peut-être vous faire rire ou peut-être vous connaîtrez pas du tout. C'est la folie des boys bands en France mmh, Ouais, bien sûr, les To Be Free, tout ça. Be Ouais. Free, ouais. et donc direct, j'adhère direct. Worlds Apart, je commence. Après, c'était une reprise de Jean-Jacques Goldman, je te donne, mais c'était quand même un choc émotionnel. Cette chanson, elle est magnifique. Même si elle est parfois un petit peu voilà, la production est pas excellente sur les Worlds Apart, mais il y a le cœur et après To Be Free, Alliage, G-Squad, Backstreet Boys, Britney, gros Spice Girls, ouf. NSYNC? NSYNC, j'étais déjà un peu trop vieux OK. parce qu'en fait ça a duré je sais pas combien de temps, mais ça a été très intense, mais après arrive direct Doc Gynéco, Ah ouais. Mister Amer, NTM. Là, c'est ton amour du rap, là. Et là, l'amour du rap et en même temps, en vrai, il y a des potes qui font enfin, il y a un peu des figures de grands frères qui me font découvrir Prodigy et la techno et les trucs un petit peu aussi, voilà, Nirvana et je vois qu'il y a une intensité qui est assez intéressante, mais pour l'instant, je reste dans le rap Mmh. et c'est un bonheur parce qu'à l'époque, le rap est tellement créatif et voilà, je reproche toujours enfin, c'est pas un reproche, mais je me suis un petit peu déconnecté quand c'est devenu gangsta et là, à l'époque, c'était vraiment on raconte la vie de ce que c'est, de grandir dans des quartiers. Ils font découvrir la culture, que ça soit les Antilles, que ça soit, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali. Voilà, il se passe des choses, s tellement excitantes et je kiffe quoi, genre c'est un bonheur d'être dans ces années-là. Bah, Mais du coup Quand quand tu du coup, tu avais l'amour de la religion assez tôt, tu avais l'amour de la musique qui était très fort. Si une conseillère d'orientation, t'avait demandé en terminale qu'est-ce que tu voulais faire de ta vie, qu'est-ce que tu aurais répondu? non, bah, pour la petite histoire, du coup, c'est un petit, rétrospectif sur ce que j'ai dit. C'est qu'à 13 ans, j'ai dit: «Non, je vais pas respecter», mais à 15 ans, j'ai un flash de vraiment une sorte de révélation, genre: «En fait, il faut que je devienne rabbin». C'est-à-dire, ça a pas duré longtemps, le moment où je voulais pas trop manger où je voulais arrêter de manger du porc, ça. Enfin, vous avez compris. Non, OK. Ouais, tu C'est à 15 ans, ça devient très clair. C'est plus du tout un problème pour moi, j'arrête
et je veux devenir rabbin. Et c'est donc ma mère me dit: «Vas-y, avant de devenir rabbin, peut-être deviens bar mitzvah, quoi». Tu vois? Doucement. Quasiment fiston. Et elle est provisoire, elle est pas conseillère d'orientation, mais quoi. C'est-à-dire qu'en terminale, en fait, je suis déjà sûr et certain que je vais devenir rabbin. J'ai mon billet pour Londres pour aller découvrir, faire une semaine de stage à l'école rabbinique libérale. Et je sais que très bien que je vais faire une licence d'anglais pour ensuite rejoindre l'école. Parce qu'il faut avoir une licence pour pouvoir rejoindre l'école rabbinique Parce que libérale. du coup, toi, tu parles couramment anglais. Ah là, j'ai fait mes études à Londres, j'y ai vécu très longtemps. Et ça, voilà, je suis un peu londonien aussi. Et du coup, en parallèle de ça, tu avais petit à petit, il y a eu ton groupe de rock qui s'est monté, les Shades. Donc, tu l'as cofondé en 2004 Ouais. avec ton frère. Vous avez commencé à être vraiment sur la scène émergente du rock, du nouveau rock français à ce moment-là. Vous êtes assez influencé par, je crois, les Strokes, les Libertines, Velvet Underground. Vous avez sorti 3 albums qui reçoivent un très bon accueil critique. Vous commencez à tourner partout, vous remplissez la Cigale, Olympia, enfin un petit rêve pour un musicien, donc ça, c'est toute la story. Mais si tu veux nous raconter, les débuts, comment ça s'est monté, Bien sûr. comment s'est monté ce groupe, quoi? Ouais, ouais, bah, c'est-à-dire que moi, voilà, j'allais à la synagogue, je préparais ma bar mitzvah, j'étais à fond. Et en même temps, il y avait l'amour de la musique. Et avec mon frère, bah, lui, il décide de prendre la guitare après avoir vu Accords des accords de Woody Allen sur un musicien qui était fan de Django Reinhardt. Et donc, il commence à vraiment s'éclater à la guitare. Et on a ce projet de groupe. Et on ne sait pas trop dans quelle direction aller, tu vois. Ça, c'est dans mes années lycée. Lui, il était au collège. Et puis arrive 2001, les Strokes, avec le clip qui passe sur MTV2. C'est un genre c'est pendant Pessah, donc je mange pas à la cantine. Je vais chez moi pour faire la nourriture cachère des Pessah. Et en même temps, je mets MTV2 dans le fond, quoi. Je me rappelle, je suis à la cuisine et j'entends les accords de Last Night. Na, 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 Last Night. Ouah, genre, je lâche les matzot, tu vois. Je flash, c'est ma tête. Littéralement, Le fan J'en ai tombé dans la tête. et genre, je Dans ma tête. fonce devant la télé, je fais: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Je me rappelle, j'ai les mains moites, j'ai les jambes qui tremblent et genre, il se passe un choc. Là, vraiment, c'est encore physique, je le ressens encore. Et je dis à mon frère: «Vas-y, on va acheter l'album et ça, on va flinguer les Champs-Élysées». Et je sais pas pourquoi on y allait celle-là. Et c'était ouvert dimanche, voilà. Et du Incroyable. coup, on découvre le disque et là, c'est sûr et certain pour lui comme pour moi. Et en fait, on ne sait pas, mais pour tout un tas de jeunes gens dans le monde, c'est cette musique-là qu'il faut faire. C'est pas, genre un mix entre rap et rock et ça, non, non, c'est du rock qui revient à la source, qui est genre super, voilà, pur, quoi. Mmh. Et donc après, voilà, vous entourez, vous êtes un vrai boys band et vous commencez du coup, à bien tourner, à avoir un petit succès. Mmh. Et en parallèle de ça, tu étudies, en fait, déjà, au sein du CJL, ça, avec Pauline Bem, Ouais. hem, qui est la première re femme rabbine en France. Et donc voilà, votre groupe a du succès et pourtant un jour, tu as, ce flash dont on parlait tout à l'heure. Et cette offre du journal Rock and Folk venait à l'Olympia. Et du coup, nous, on ouvrait la soirée. Parce que nous, on était un peu les indés toujours. On a toujours signé en indé, on a toujours été indés, quoi, à nos débuts. Et donc la soirée, ça commençait par nous. Ensuite, il y avait le groupe qui s'appelle les Plasticines. Ensuite, il y avait les Nast et ensuite, il y avait Bébé Brune. Ouais. Et du coup, voilà, on était tous potes, hein, on jouait tout le temps ensemble. Et c'est pendant ce concert, le flash, c'est que là, je comprends que je vais devoir repousser le début des études rabbiniques. Parce que je me dis: «C'est pas possible, en fait, il y a un truc de dingue, c'est que le groupe, on s'y attendait pas, mais là, on est au l'Olympia, les gens connaissent par cœur les chansons, on a mis le feu». Et tu dis: «Attends, je peux pas partir à Londres tout de suite, c'est presque impossible». Et j'en parle, voilà, enfin, moi, je m'en parle à moi déjà et j'en parle au rabbin Pauline Beb. Et en vrai, ça revient à un conseil qui m'avait été donné, justement, en terminale, quand j'étais allé visiter l'école rabbinique. J'avais dit: «Mais qu'est-ce que je dois faire, avant de devenir rabbin?» C'était le rabbin et directeur, il s'appelait Jonathan Magonette. C'est un grand sage, incroyable. Et il me regarde, «Tu es très jeune quand même, vis ta vie». Mmh. Et genre, je me dis: «En fait, ouais, tout correspond. En fait, il faut que je vive ce truc». Et tout ce que je suis en train de vivre, c'est de la musique et il se passe quelque chose de magnifique avec la musique et donc allons-y. Donc là, en fait, le flash, c'est vraiment s'autoriser à se dire: «Même si j'ai envie de devenir rabbin, je le deviendrai plus tard Mmh. OK. Et que ça ferait partie du de ma vie».
Et du coup, plus tard, on t'a proposé toutes sortes de choses. Toi, tu as toujours suivi un peu ce que tu voulais, ton combat. J'ai cru comprendre qu'à un moment, potentiellement, tu pouvais faire la tournée d'Oxmo Puccino avec son band. Alors, non, après, ce que c'était excuse-moi, j'avais oublié de préciser, c'est pas Oxmo. Mon frère était autant fan de Oxmo que du Club des Losers. C'est le Club des Losers. Ah, le Club des Losers, excuse-moi, Ouais. ouais. C'est à la fin de notre carrière, oui, il y avait après 3 albums, il y avait cette opportunité d'être avec le Club des Losers. C'est Fouzati, donc c'est un rappeur versaillais Ouais. qui a ouvert la voie pour Orelsan, pour plein d'autres rappeurs Qui porte un masque. qui portent un masque, ouais, exactement. Voilà, il avait fait des sons avec R et tout, c'est incroyable. Et nous, on aimait beaucoup ses instrus. Et à un moment, lui et mon frère se sont parlé parce qu'on était dans le même bar, souvent, qui s'appelait Le Motel, un repère de beaucoup d'artistes, hein, comme ça allait jusqu'à Tame Impala. Il était là pendant toute une année quand j'étais barman. Il était là, Kevin Parker, je lui servais des pintes. C'était un truc de ouf, quoi. Et donc, en gros, ils se parlent et ils disent, vas-y, Fouzati nous dit, j'ai besoin d'avoir un vrai backing band parce que mon DJ fait pas assez de sons quand je fais les festivals de rock. Et mon frère a dit, bah vas-y, on peut le devenir. Donc en gros, ouais, il y a eu cet épisode où on a passé ces auditions, mais moi, c'est le moment où j'arrive à la fin, en fait. Ouais. Et je sais que c'est l'heure pour moi. L'expérience que j'ai acquise, je l'ai acquise. 3 albums, les tournées, Taratata, Le Grand Journal, tout. Enfin, on le veut-tu, on voilà, ça a été incroyable. Et 3 albums, il y avait quelque chose qui s'était complété. Et voilà, je dis à mon frère, je pense qu'il faut que là, c'est l'heure pour moi de quitter le groupe parce que ça fait déjà, j'ai jamais arrêté d'étudier, mais j'avais continué à étudier vraiment en profondeur le Talmud. J'ai commencé les études avec le rabbin Tom Cohen, le mari de Rabbi Poinbeb. Enfin, c'était mon besoin vital, quoi. Et puis après avoir fait ce travail chez McDo et en tant que barman et de ça, je raconte un peu dans Chercher Ouais, l'étincelle. sympa. Il se passe un truc, c'est que là, on me propose d'être le directeur du Talmud Torah. Et je fais: «OK, c'est ça ma vie, c'est ça que je veux faire». C'est-à-dire que j'avais vraiment la possibilité de devenir musicien professionnel. Et même si le groupe n'avait plus la même, peut-être, impact, il y avait possibilité de faire revivre et de faire un truc. Mais moi, c'est la Torah, ça a toujours été la Torah. Et du coup, j'ai dit au revoir à ces opportunités, ouais. C'était une conclusion vachement naturelle, finalement. Difficile mais naturel. OK. Ça se comprenait, tout le monde, a compris mon choix dans le groupe. Ils ont continué, ils ont fait tout le projet. Et c'est pour moi, ils m'en ont pas trop voulu, mais on est en train de faire une sorte de thérapie de groupe en ce moment. On essaye de voir. Et justement, du coup, tu parlais de ça, du fait que du coup, tu as commencé à te dire: «Bon, bah, c'est bon, ma vie, c'est à la synagogue, je vais gérer le Talmud, Torah, chez Pauline Beb». Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça, du mentorat que tu as eu avec, cette femme rabbin, de ce que tu as appris avec elle? Et peut-être aussi même expliquer à ceux qui nous écoutent en quoi ça consiste le judaïsme libéral? Le judaïsme libéral, à ses débuts, elle est très loin. Nous, on n'est pas du tout enfin, cette direction a complètement été abandonnée. Je sais qu'il y a eu la réputation de servir des mets non cachers, ou de penser que le Shabbat, ce serait peut-être pas le samedi. Il y a eu des petites pensées un petit peu, on va dire, qui n'étaient pas du tout dans le bon esprit et qui ont été tout de suite, abandonnées. Aujourd'hui, les juifs libéraux, depuis le début, on va dire, ils continuent à manger cachère, ils continuent à faire Shabbat le samedi, il y a aucun problème. Mais par contre, quand les femmes ont voulu avoir une place, c'est le lieu où elles ont pu, vraiment, pérenniser le fait de devenir, des sachantes de Torah, des savantes, des rabbins. Hem et ensuite, voilà, il y a tout un tas d'autres, sujets sur lesquels le judaïsme libéral, a ouvert la voie, heu, qui pouvaient exister de façon ici et là, dans les coulisses, quoi. Mais le judaïsme libéral a donné une voix officielle et ça a permis ouais, d'apporter une sorte d'équilibre, parce que je pense que c'est très important que dans le judaïsme et dans le monde, qu'il y ait un équilibre entre la partie progressiste et la partie, on va dire, orthodoxe. C'est important, il faut un équilibre. Bah, justement, nous, on est assez sensible à judaïsme, libéral. Bon, effectivement, on fait un podcast avec Benoît. Heu, En fait, pour nous, le judaïsme libéral, tel qu'on le comprend avec Gabriel, c'est un peu un judaïsme, qui accepte les marges, c'est un peu un refuge inclusif. Et moi, par exemple, c'est le judaïsme libéral qui m'a permis de faire ma bat mitzvah, puisque ma maman, n'était pas juive. Et donc au sein de la communauté dans laquelle j'ai grandi, qui est assez traditionnaliste, j'ai pu faire des cours de Talmud Torah dans la synagogue normale avec tous mes copains, mais au moment où j'avais, 12 ans, on m'a dit: «Bah non, désolé, il n'y a pas de ketouba, enfin de contrat de mariage officiel entre tes parents, juifs, donc bye bye».
Et ce petit rejet, il a été, pas évident d'un point de vue social quand tu as 12 ans. Surtout qu'en plus, je me sentais très juive et j'avais un truc, un peu spirituel déjà aussi. Bon, je suis pas devenue rabbine, mais voilà. Et en fait, du coup, j'ai pu aller, j'ai pu aller toquer à la porte, de Copernic à l'époque et ça m'a permis de pouvoir faire ma bat mitzvah. Et donc en fait, c'est et là, je me suis sentie genre tellement bien accueillie et j'ai trouvé une forme de judaïsme qui me ressemblait beaucoup. Voilà et en fait, tout ça pour dire, j'imagine que vous avez pas mal de profils, comme les miens et qu'est-ce que ça raconte un peu de la conception, du judaïsme libéral, de cette ouverture? Déjà, c'est super émouvant tout ce que tu viens de dire et ça ramène à la question un petit peu que tu posais tout à l'heure, c'est parce que effectivement, moi, là, la rencontre avec, le rabbin Beb, parce que j'étais, effectivement bah, mes parents sont juifs les 2, mais ils étaient à la recherche d'une synagogue parce qu'ils sentaient que moi, j'étais là en mode: «Allez-y, j'y vais, montrez-moi où il faut aller, j'y vais, mais à 2000. Et j'avais bah, voilà et autour de nous, il y avait peut-être des gens qui étaient devenus de plus en plus orthodoxes et mes parents, c'est vrai que, voilà, en tant que personnes, on va dire, modernes, intégrées dans la société française, eh bien, ils s'étaient dit: «On veut un lieu où, qui soit en accord avec nos valeurs». Ouais. C'est bon, bah, tu vois, ma mère elle est proviseur, et et elle se voyait mal un jour que je lui dise, «Ça, je cautionne plus ce que vous faites et tout», heu, ou voilà, passons pas enfin, dire, j'ai envie de toujours pas de parler de façon, comment dire? Heu, de façon Positive? positive. Oui, C'est-à-dire, c'est voilà, ça peut être des choix pour dans certaines complètement. dans certains parcours et ça fait tout à fait sens. Dans le mien, mes parents, ils ont décidé que c'était pas ce chemin C'est ça. d'orthodoxie qu'il fallait et donc j'avais en fait, un oncle et ma tante qui avaient joué de la musique au mariage du rabbin Pauline Beb et Tom Cohen, des rabbins, tous les 2 et donc ils m'ont dit: «Vas-y, on va maintenant on a un enfant, on va aller faire la nomination de notre fille, chez Rabbi Pauline, on peut t'amener si tu as envie de découvrir, ce qui se passe là-bas. Est-ce que ça te fait peur, un rabbin qui soit femme?» Et c'était la première à l'époque, c'était la seule et j'ai dit: «Bah, non», enfin, moi, je veux dire, je suis élevé par que des femmes, genre, ma grand-mère a eu 5 filles et ma grand séfarade, la grand-mère ashkénaze, c'est elle qui tient on va dire, tient la baraque et c'est que des femmes dans ma vie, quoi, genre, 5 femmes et 2 grand-mères et ma mère, bien sûr et donc en gros, je me dis: «Bah, une femme rabbin, il y a aucun problème, sur le papier. Il faut juste que la sagesse dont me parlaient mes grands-mères, ce qu'il peut y avoir dans la Torah, il faut que je la retrouve» et c'est ce qui s'est passé quand j'arrive dans le bureau du rabbin Beb, c'est la sagesse ancestrale de mes grands-mères, je la retrouve dans le discours du rabbin Beb avec, bien entendu, toute l'éducation en plus, parce qu'elles, en tant que femmes, elles n'ont pas pu étudier le Talmud et la Torah, mes grands-mères. Elles ont un peu entendu elles avaient chacun des pères qui étaient presque rabbins. Ils avaient arrêté les études rabbiniques en dernière année. Ah oui, donc ça vient pas de nulle part, je sais pas. Ouais, exactement et en gros, et c'est vrai qu'elles m'avaient transmis toute une ni tout ce qu'il y a dans la religion, l'esprit, mais elles m'avaient pas transmis les textes et là, je vois, que non seulement il y a l'esprit, mais il y a aussi les textes et donc ça voilà, je deviens bar mitzvah, entre 15 ans et 18 ans. Je fête ma bar mitzvah, la veille de mes 18 ans. Donc après, voilà, je continue à la synagogue tous les shabbats et donc c'est quoi? C'est qu'à la synagogue, dans les conversations entre les sages de la synagogue, chaque semaine sur la paracha de la semaine, je m'abreuve de ça, c'est ma nourriture spirituelle, ça me construit, c'est incroyable et ce qui se passe, c'est qu'après, effectivement, dans la musique, j'ai pu aller voir le rabbin, Pauline Beb, pour plein de choses parce que non seulement son mari, en fait, c'est un rabbin, mais il est aussi bassiste d'un groupe de rock Ouais. Ah oui, qui c'est vrai. s'appelle les Rocking Rabbis C'est excellent. et donc en gros, ouais, elle connaît quand même le milieu du rock lui aussi et donc c'est vrai que j'ai pu aller lui parler. Un jour, mon frère avait écrit un texte qui s'appelait, «Chaque foulée», dans lequel il dit: «J'ai l'impression que le futur n'existe pas» et il avait vraiment ce truc un petit peu pessimiste et j'étais là, je dis: «Mais est-ce que moi, en tant que religieux, c'est OK si je joue, le riff de guitare de cette chanson?» Tu vois? Je me dis: c'est je me j'ai eu besoin de consulter à ce moment-là le rabbin et donc je lui parlais, il me dit: «Écoute, quand tu regardes l'Ecclésiaste, donc Qoheleth, il dit, voilà, il a une profonde, inquiétude, un doute qui l'habite, qui va traverser tout le texte et c'est ça qui le rend fort et donc je dis: «Bah, tu vois, ton frère, c'est un artiste, on dirait qu'il est dans un doute aussi»
Et est-ce que le doute, est-ce que le doute n'est-il pas cachère au final? Et oui, et donc du coup, c'est des conversations spirituelles qui ont pu m'aider à garder le cap de la religion, même dans le rock. Et après, bah, c'est vrai que quand la musique, ça s'est un petit peu calmé, en termes de tournée, je raconte dans le livre, il y a une tournée qui s'annule, on est à Grenoble, il caille. Je dis: «Waouh, c'est chaud». Enfin, il fait froid, mais c'est chaud. Mmh. Et là, tout d'un coup, j'ai du temps libre. Et ça y est, il faut que je réétudie la Torah. Et je tape à la porte de Rabbi Pauline, je dis: faut que j'étudie là, où est-ce que c'est?» Il me dit: «Bah, il y a Rabbi Tam qui enseigne le Talmud, tous les jeudis soirs, 19h-21h, qui est de Guécher». Et là, tu y allais. Et là, c'est le Talmud, quoi, c'est la life. Donc en fait, c'est ça, avoir des figures rabbiniques dans sa vie, c'est, quand tu as des moments où il y a du flou un peu, tu peux aller voir et tu peux être sûr que au moins il y aura des ouvertures vers de la spiritualité, de la sagesse. Mmh. En tout cas, tu parles avec énormément de passion, ça donne envie d'y aller. Vous faisiez de la musique déjà à cette époque-là ensemble parfois ou pas? Où ça? Avec Tom? Avec Tom, non, j'ai eu le droit de devenir un Rocking Rabbis après la smicha, après, devenir rabbin. Tu avais une question sur ça d'ailleurs, Gab, sur les instruments, Ah ouais, ouais, bah, ça devait venir après, mais une question justement, c'est que dans les synagogues consistoriales, dans la Ouais, grande majorité à part, en Alsace, il y a pas d'instruments dans les synagogues. En tout cas, c'est très rare. si tu regardes autour de toi, en vrai, il y a des orgues. Ouais, il y en a, on en voit, mais alors est-ce qu'on a le droit de Bah, jadis, ils étaient utilisés, et puis après, il y a eu une certaine orthodoxie qui est revenue au sein du consistoire, et du coup, ils ont dit: «Non, on le fait plus, ni les micros, ni les orgues». Donc ouais. c'est en fait, en gros, l'idée, c'est aussi la peur de casser une corde. C'est vu qu'il faut rien briser lors du shabbat, là, ça serait, le prendre le risque de casser une corde. Pour casser une corde de piano, faut y aller quand même. Alors pour le piano, après je crois que ça s'étend, et ça c'est aussi, je pense, derrière, en vrai de vrai, si on veut voir l'essence de ces commandos-là et pour comment ils sont respectés, c'est que ça pousse les gens à ne pas utiliser la technologie et nier aucun instrument. Et c'est vrai que, voilà, c'est beau une synagogue qui chante à l'unisson sans aucun instrument, c'est très beau, c'est très émouvant, et ça pousse les gens à tout donner. Ouais, c'est tentant. À CGL, on arrive à faire, les 2 avec les instruments et les gens qui chantent, à fond, tous les psaumes. Donc je pense que nous, on est en accord avec ce qu'on fait. Et je pense que le plus beau dans le judaïsme, c'est le pluralisme, quoi. C'est que, bah, à Synagogue d'Harokat, ils sont en accord avec ce qu'ils font, ils ont un magnifique, chantre, bah, le Hassan Murciano, dédicace. Et à la CGL, bah, nous, on a les rabbins, on a un chazan, on a un pianiste, et parfois je fais la guitare, et c'est aussi, très beau, quoi. Et je pense on vit chacun à fond le Shabbat, quoi. Mais du coup, Étienne, toi, tu parles d'accompagner les gens en tant que rabbin. Tu es aussi un rabbin libéral. Récemment, il y a une série qui parle exactement de ça, Le sens des choses, qui a été co-créée par Noé Debré et Benjamin Charbit, et jouée par, Elsa Gage. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce personnage de rabbin? Alors, c'est vrai, alors moi je sais que dans la série ils disent rabbin, moi je dis rabbin, Ouais, il y a un débat sur ça, tu sais, c'est mieux, on hein. sait ça, ça. Alors Femme rabbin, enfin, il y a des blagues sur ça. excellent. Alors en gros, ce qui se passe, c'est que, bah, déjà, qu'est-ce que c'est incroyable. Bah, du coup, grâce au succès du livre de Rabbi Delphine, ça c'est un énorme kiff, que déjà on parle autant de judaïsme, et qu'en plus on ait une série en France sur un rabbin libéral qui fait ses débuts. Alors, je pense que c'est une chance pour la communauté juive, et j'espère, que les Français sont aussi heureux de voir ça, qui n'ont pas confession juive. Et ce qui se passe, c'est que, moi, ça fait évidemment, ça résonne très fort en moi puisque je suis rabbin depuis 2021. Donc quand je regarde la série, je me dis: «Mais en fait, elle, ce serait clairement ma pote». Je lui envoie des textos, je lui dirais: «Bon alors, comment ça se passe à Stras?» «Allez, tu vas faire une conférence à Paname?» On fait des collabs. Et ce qui se passe, c'est que, non, c'est un travail remarquable. On sent vraiment, ce que c'est la pratique rabbinique. Je pense que les collègues orthodoxes, ils doivent s'y reconnaître, peut-être pas sur les questions libérales évidemment, mais cette idée que la mission du rabbin libéral, c'est donner du sens aux choses. Et c'est vraiment aller chercher l'étincelle, encore une fois, On y revient toujours. on y revient toujours, c'est infernal. Mais c'est parce que c'est quelque chose de très fort. Et la seule chose après qui m'a fait un peu rire, c'est que, mais c'était obligatoire quand tu fais une série sur un sujet aussi niche. Ouais. C'est que quand on la voit commencer,
on la voit un petit peu en galère, genre: «Ah mais comment je vais faire et tout?» Et Ouais. une Elle a vérité, fait que c'est galère. que nos études rabbiniques, elles sont tellement hardcore, c'est Ouais. tellement dur que toutes ces questions-là, tu te les es posées normalement pendant tes études. Ah ouais? OK. Et quand tu arrives, il y a tout chaque jour arrive avec des questions, tu sais pas trop, comment y faire face et tu as besoin d'appeler tes collègues. Les rabbins, on travaille en collectif, en possé. C'est vachement intéressant ce que tu racontes. Ouais. On a besoin des uns et des autres afin d'arriver de que quand quelqu'un vient dans ton bureau, tu sais de cogner un peu le parcours, tu vois? Tu sais l'aiguiller. S'il y a quelqu'un qui arrive avec un cas que tu n'as jamais vu et tu arrives direct, moi je vais voir Rabbi Pauline, Rabbi Tom, Rabbi François Garay en Suisse, Daniel Toitier à Lyon, heu, Marc Néger à Bruxelles. On s'appelle, on a un collectif de rabbins libéraux qui s'appelle, un tribunal rabbinique, un beth din qui s'appelle Kérem et on est vraiment en connexion. Et donc voilà, ce qui était drôle avec cette série, c'était à quel point c'était beau, poétique, un casting du tonnerre incroyable, Ouais, moi, ouais. du papa, psy, au frère, comment il s'appelle? Manu Payet, incroyable. Ouais. Et Elsa, je la connais pas personnellement, mais ouais, je l'ai croisée il y a pas longtemps, dans le centre de Paris, elle m'a pas vu. J'ai failli dire, «Hey collègue!» Et je me suis retenu, je fais: «Oh là là, En fait, elle est pas avant. je l'ai pas avant». Mais je pense qu'une prochaine fois, je lui dirai qu'éventuellement, bah, si j'ai une galère, peut-être j'appelle, peut-être j'envoie un texto. Et du coup, ton quotidien, il ressemble à celui de Léa Schmoll, c'est quoi le quotidien d'un jeune rabbin libéral? C'est un jour, tu gères un enterrement, le lendemain, une bar mitzvah, une circoncision, un divorce, une conversion, ça ressemble vraiment à ça? Alors il y a un truc qui est très, très vrai, c'est que la plupart de la communauté libérale et la communauté juive en général, elle est, en Île-de-France. Ouais. Donc on sait que le rythme en province est un petit peu Ouais. moins tendu. Donc effectivement, je retrouve ça a l'air un petit peu plus calme du côté de Strasbourg, Ouais. elle a l'air d'être plus détente. Nous effectivement, on a des journées où enfin on a des se on part sur l'unité, temporelle, c'est la semaine. C'est-à-dire, on commence dimanche matin, Talmud Torah. Ensuite, le lundi, on reçoit des gens. Moi, je travaille avec le mouvement de jeunesse, je sais pas, lundi dernier. Mardi, on reçoit des gens. Après, je vais au programme interreligieux qu'a créé le rabbin Pauline Beb, qui s'appelle, Emouna. Donc je suis tuteur là-bas. On est avec des musulmans, des juifs, des C'est chrétiens, top des ça. bouddhistes et en gros, c'est incroyable et du coup, pendant un an, sous l'égide de Sciences Po, ils apprennent ce que c'est que, comment dire, la laïcité, mais à un niveau académique. On apprend ce que c'est toutes les autres religions. On va étudier dans des mosquées, dans des synagogues, dans des temples bouddhistes, dans des églises et leur devoir sur lequel ils sont notés, parce que c'est vraiment des élèves qui sont notés à la fin. C'est des prêtres, des pasteurs, des imams et tout, mais on se retrouve tous élèves finalement et ils ont en fait un projet collectif à faire. Et donc là, par exemple, cette année, je fais dialogue paix, là, on est au tout début, du projet. Ils sont en train de se demander sur quelle forme ça va prendre, mais j'ai déjà réalisé avec eux un podcast, Trop bien. c'est-à-dire c'est moi quand j'étais élève, j'ai fait la première génération, c'était un podcast et ensuite, C'est quoi le nom du podcast? on a fait en fait, ça a été qu'une seule émission de radio. Ah OK. Mais l'idée, c'était, voilà, on peut faire un podcast interreligieux. Trop bien. Et ouais, il y a des projets qui vont devenir très concrets. Il y a eu un livre qui a été publié par une génération. Il y en a d'autres qui vont s'arrêter là, mais après les alumni, donc les élèves qui sont devenus, comment dire, Ouais. qui ont validé le diplôme, eh bien, ils peuvent après poursuivre et créer un vrai projet dans le monde, en dehors du statut d'étudiant, quoi. Et l'idée, c'est que, voilà, ça, c'est par exemple, c'était ma journée de mardi. Mmh. Mercredi, c'est notre jour de congé souvent. Et après, on s'approche du Shabbat et on Le rush du Shabbat. après Ouais. le Shabbat. Et office de bar mitzvah, écriture du sermon, En fait, toi, écriture tu du travailles, ça va, finalement. C'est le paradoxe, non? Oui, paradoxalement, ouais. le paradoxe, en fait, est qu'halakhiquement, en fait, on est dédommagé pour le temps, qu'on passe, Bien sûr. à ne pas travailler quand on est rabbin. Et donc effectivement, on a cela. Mais tout le monde, peut diriger un office, hein. Vous les amis, vous avez le droit de diriger un office et devenir shliach tzibur avec, la bonne grammaire et donc vous êtes l'envoyé du Kahal, du tzibur, de la communauté. On décide que c'est vous qui allez diriger l'office. On fera un office hip-hop un jour ensemble, Mais Étienne. tellement, 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 je sors ma MPC. Donc du coup, pas mal de musiciens et d'artistes dans cette communauté et du coup, on se posait la question, on aborde le sujet évidemment avec, tous les invités qu'on Ouais, reçoit. on l'a fait. Ça a changé la trajectoire de vie de beaucoup de gens. Depuis le 7 octobre, il y a beaucoup d'artistes qui ont vu leur carrière et leur création impactées par un antisémitisme, grandissant. C'est d'ailleurs de là qu'est né
notre volonté est de De créer les créer, RH, en fait. C'est là que vient ce collectif, donc pour se rassembler dans un espèce de safe place d'abord, puis ensuite en faire un truc, plutôt de joie et de célébration. Mais on imagine du coup qu'en tant que rabbin, les artistes de ta communauté, s'il y en a, on comprend qu'il y en a, ont sûrement témoigné de vécus, similaires. Comment ça a été pour toi de récolter ce genre de témoignages et qu'est-ce que tu as pu observer en tant que rabbin, chez ces personnes? Bah, j'ai observé énormément de tristesse, beaucoup, beaucoup de tristesse, de des enfin, voilà, les cœurs brisés, d'être des juifs, de devoir se cacher, hem, alors que c'est des gens, voilà, on va dire qui sont, ouverts, qui veulent la paix, heu et que, voilà, on vit un monde qui est très, très étrange, dans des milieux, voilà, où l'ouverture est prônée, être progressiste, être, toujours, bien renseigné. On voit que, enfin, il y a une sorte d'obscurité qui s'est installée et avec des gens qui se cachent, qui se sentent pas bien, qui se sentent mal à l'aise, qui n'ont pas le droit d'être, eux-mêmes et hem alors que c'est que des gens qui veulent la paix. Heu et parce que je pense que, de toute façon, la communauté juive, veut la paix, Ah bien sûr, c'est voilà, c'est quand même une constante. Il peut y avoir des extrémistes, hein, comme avec tout peuple, mais je pense que la plupart des peuples, à la base, ils veulent la paix, quoi. Ouais. Ils veulent vivre, tranquillement et être heureux, avoir le droit de s'épanouir et et voilà, c'est déjà il y a déjà tellement de difficultés, quoi Ouais. et du coup, là, voilà, on est confronté à ça, dans le milieu étudiant aussi beaucoup et c'est pas ça. Nous, en tant que rabbin, on reçoit ça, on réceptionne ça et on est triste et hem et avant tout, je pense que je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sachent à quel point, en fait, il y a une tristesse à ce niveau-là, qu'il y ait des juifs qui on est en 2026 et il y a des juifs qui ont l'impression de devoir se cacher, quoi. Alors que, il y a pas si longtemps, c'était déjà le cas. Et ça nous renvoie après à tous les exils qu'on a connus depuis toujours. Voilà. Mais en tant que rabbin, on va appeler à l'espoir et on va rappeler, bah, que dès le premier dès l'an 1, même, peut-être l'an -1, ça dépend, des j'ai vu 2 versions. Il y a une présence juive en France qui s'est installée après, enfin, avec les guerres qui étaient, judéo-romaines, et du coup, il y a des juifs, c'est vrai, qui ont dû, s'exiler d'Israël. Hem et du coup, il y en a qui étaient arrivés déjà en France et puis en France, on a au Moyen Âge, on a, Rachi à Troyes qui est, la légende. C'est-à-dire, dans toute synagogue, il y a le rabbin français Rachi qui est présent parce que c'est lui qui a fait le commentaire qui a permis de ramener la tradition, rabbinique, dans l'étude de la Torah, plus facilement et avec un commentaire, incroyable, une compilation incroyable et puis, finalement, quelques siècles plus tard, il y a toute la tradition kabbalistique qui va prendre son essor dans le sud de la France, en Provence et dans le nord-est de l'Espagne, et ça, ouais, on a une vie juive en France qui est Mmh. incroyable. L'histoire du judaïsme et de la France, c'est comme ça, quoi. C'est vraiment On est une des plus grosses communautés, dans le monde. Enfin, après, je sais, les États-Unis et c'est d'abord Israël, ensuite les États-Unis, ensuite la France. ouais, c'est Absolument et cette histoire qui est une histoire d'amour incroyable et on espère pouvoir dire: «C'est un mauvais moment et ça va passer», on espère que voilà l'inclusivité, de certains milieux va revenir à la charge et que les artistes juifs vont redire qu'ils sont juifs, Mmh. sans s'inquiéter des répercussions que ça peut avoir et que tous les êtres humains, en fait, se tiennent la main et quand il y a un problème dans une région de la terre, sur une région de enfin, dans une région, qu'on vienne pas importer le problème, mais plutôt ensemble se tenir la main et dire: «Non, non, non, on va vous aider, vous là-bas qui êtes en galère, à surmonter vos soucis. Soyons une force pour vous et Mmh. pas, importons pas le conflit, quoi». On va parler un peu de, spiritualité maintenant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est ça qu'on aime aussi un peu. Non, mais parce que c'est vrai qu'en fait, on pense aussi qu'il y a peut-être quand on vit un truc aussi, dur que bon, bah, le 16 octobre et puis l'antisémitisme,
bah, on peut se réfugier un peu plus dans son art ou un peu plus dans la spiritualité ou pas du tout, on peut arrêter de croire en Dieu. Enfin, il y a plein de gens qui ont réagi différemment. Mmh. Mais, mais nous, il y a une des pratiques qui nous intéresse, qu'on trouve assez, salvatrice, qui est celle de la méditation. On voulait t'en parler. Dans ton livre, «Chercher l'étincelle», tu racontes, c'est hyper intéressant que depuis les années 2000 en Occident, on observe un peu un rejet du religieux ou en tout cas un retour à, ou un intérêt grandissant pour les pratiques orientales, dont la méditation, tout ce qui touche, le bouddhisme, le yoga et cetera. Et aujourd'hui, si d'après ce que tu nous avais dit, la dernière fois qu'on t'a vu, tu composes des musiques, dédiées à la méditation et tu mènes des espèces de sessions de méditation au sein de ta synagogue. Je pense que c'est quelque chose, qu'on a rarement l'habitude de voir dans le judaïsme et pourtant, il y a des choses, il y a des liens entre, méditation et judaïsme. C'est quoi l'approche juive de la méditation? En fait, c'est drôle parce que c'est ce qu'on essaie de démontrer, je suis pas le seul, hein, mais c'est vrai qu'en France, on est peu. Hem, mais ici, dans l'espace, Midrash collectif, mais aussi, avec Ténois, il y a aussi Miran Neshama. Ouais, Voilà, on essaie de faire passer ce message. En gros, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les juifs, sont trop heureux de devenir des citoyens, respectés, qui sont égaux des autres citoyens, 19e, 20e siècle et ils ont une sorte de réflexe, c'est que tout ce qui est un peu chelou, on va, laisser, s à la porte, Donc tout ce qui est cabale, ce genre de choses. tout ce qui est mystique, Ouais. exactement. mmh, Et donc en gros, voilà, il fallait que la religion juive soit aussi respectable que les autres religions et du coup, quitte à mettre, une tradition, de côté. Et arrivent les années 50, 60 et aux États-Unis, dans les universités, tu as, des jeunes juifs, nous là-bas, les libéraux, on est majoritaires. ouais, Parce qu'on n'a jamais eu il y a rien qui nous a bloqués donc ça s'est mis comme ça. Les jeunes juifs, ils arrivent, mais peu importe que ce soit libéraux ou non, hein, assortis ou conservateurs et ils disent: «Mais ce qu'on fait à la synagogue nous ennuie un peu, on veut quelque chose de plus, on spirituel, mais vraiment activement spirituel». Et le ressentir direct. Faut pas une initiation à, faut que ça soit direct qui spirituel. soit corporel aussi Voilà, peut-être? c'est-à-dire, donc ferme les yeux, médite. Mmh. Et qui est-ce qui fait ça? C'est vrai que c'est à travers l'hindouisme, le bouddhisme, qui font leur entrée petit à petit sur ces campus-là. Et donc il y a pas mal de gens, que ce soit dans le milieu, que ce soit du côté Chabad ou du côté, libéral, et bien qui vont aller creuser du côté de ces spiritualités-là. Pour ceux qui se demanderaient qui dans le Chabad, il y a Aryeh Kaplan Ah, et donc super, qui a écrit un livre sur, la la médi méditation et l'abbé ouais. Est-ce que tu peux expliquer très vite fait ce que c'est le Chabad pour les gens? Chabad, c'est le mouvement Chabad-Douavitch, c'est un courant au sein de la chassidoute qui a été, un mouvement qui a été créé autour des enseignements du Baal Shem Tov. C'était au XVIIIe siècle, qui vraiment allie mystique et qui donne un second souffle. Comment en parler bien? C'est la chassidoute, c'est incroyable, ça fait vivre la tradition mystique dans le judaïsme mais ça la rend accessible, à tout un chacun. Parce que c'était avant le Baal Shem Tov, en fait, c'était un peu trop élitiste, un petit peu trop caché. Le Baal Shem Tov a permis de populariser, en fait, la mystique, OK. mais sans passer par une perte de qualité. C'est ça qui est OK. incroyable. Donc le Chabad fait partie, c'est sûrement un des plus gros mouvements au sein du racisme aujourd'hui, vu qu'ils sont dans tous les pays du monde. Toi, tu as été Chabad ou pas? Non, non, mais j'apprends beaucoup le Tanya, j'adore, suivre des cours, qu'il donne et j'ai des amis, Chabad, bien sûr, ouais. OK. Et donc juste pour finir sur la méditation, tout est Alors, la méditation, donc on est sur ces campus où, il y a des jeunes juifs qui commencent à partir du côté des spiritualités orientales et ils avancent, ils avancent, ils avancent et un jour, il y a des gens qui savent, qui vont les rencontrer. Ils vont dire: «Mais vous savez les amis, en fait, on a déjà tout ça depuis toujours». Si tu lis la Torah, tu vois Isaac, il arrive dans le sadé, dans le champ et il est en train de l'asseoir. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire l'asseoir? En fait, c'est une méditation. Donc on voit Isaac méditer, on voit Abraham aussi dans certains moments être dans une intériorité profonde et on voit qu'en fait même chez les prophètes, il y a ces pratiques-là. On voit que dans le Talmud, donc au moins 1000 ans après la Torah, il y a les rabbins, les chassidim, qui sont pas les chassidim polonais, c'est les chassidim, en Eretz Israël, qui sont au début de notre ère, Mmh. autour de l'an 0 et en fait, ils se réunissaient 2 heures avant 1 heure avant la prière, pour rester dans le silence. Qu'est-ce que c'est?
si ce n'est pas de la méditation. Et donc en gros, on peut voir qu'en fait le judaïsme est une pratique méditative profondément mystique, ça a toujours été mystique et à partir des années 60, ce détour un petit peu par, l'orientalisme, et bien, a permis à certains juifs de se rendre compte qu'en fait notre tradition a toujours été ultra spirituelle. Et moi, c'est vrai que j'ai pris 0 cours d'hindouisme et de bouddhisme. J'ai toujours eu des professeurs qui sont peut-être passés par là, des professeurs juifs, orthodoxes, hein, et non orthodoxes et libéraux, et qui ont pu me transmettre cette tradition-là. Eux, ils ont fait ce détour, moi j'ai pas eu besoin de le faire grâce à eux. Et du coup, je peux garantir qu'en fait, toute la tradition juive permet cette découverte de son intériorité en passant par la méditation à travers les textes, à travers les versets, à travers éventuellement les lettres de l'alphabet. Faut toujours avoir un bon enseignant et donc faut pas tomber dans l'idolâtrie. Et ne serait-ce que le Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de plus spirituel et méditatif que le Shabbat? On dit: «Vous travaillez 6 jours et un jour, vous arrêtez». Vous arrêtez pour être en repos, pour être avec votre famille, avec vos proches, avec vos amis, pour être dans l'étude, pour être dans les moments évidemment de prière, mais aussi de joie, de partager un repas délicieux. Et là, on voit que c'est vraiment toute l'essence de la spiritualité juive, c'est l'idée de toujours passer de la préparation du Shabbat au Shabbat. La préparation du Shabbat au Shabbat. Et ça parle par soi-même, quoi. Cette pratique-là du Shabbat, elle est tellement incroyable et tellement profondément elle nous amène à rentrer au plus profond de nous-mêmes et à faire ressortir tout ce qu'il y a de beau dans notre vie et auquel on n'était pas forcément attentif. Pour expliquer aux auditeurs, en quoi consiste le Shabbat quand il est fait dans sa forme la plus, on va dire la plus poussée, il s'agit, enfin tu l'expliqueras sûrement mieux que nous, mais il s'agit de vraiment se couper de tout ce qui est de l'ordre du travail. Mais aujourd'hui, dans le monde contemporain, ça veut dire ne pas toucher à l'électricité, se couper de son téléphone, essayer de faire le moins de choses possible. Donc on prépare souvent à manger la veille, on essaye de passer juste du temps en famille, on va marcher, on fait des jeux, on lit, on se reconnecte à soi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même une pratique, qui ferait du bien à tout le monde, et qui surtout à une ère où on est quand même surexposé de choses à faire, des réseaux sociaux et cetera. C'est vrai que c'est quelque chose qui invite vraiment à couper et à se recentrer. Complètement, c'est ça. Toi, Étienne, du coup, tu as écrit, 2 livres, «Chercher l'étincelle» Juste ici. et «Le petit livre de la Torah». C'est quoi ton rapport à l'écriture, comme acte créatif et ton rapport aux histoires en tant que rabbin? Parce que c'est quand même une grande partie du rôle d'un rabbin, c'est de raconter des histoires à sa communauté. Carrément, carrément, ouais. Et le Baal Shem Tov, je je ne pourrais que confirmer cela. Donc le rôle à l'écriture, si tu veux, moi, voilà, le groupe se crée, mais je sais ni jouer d'instruments, ni écrire de chansons. Et donc en gros, je commence à écrire des poèmes, pour, un moment arriver à avoir des chansons qui seront peut-être jouées par le groupe. Et j'écris des poèmes, j'écris des poèmes, j'écris des poèmes, je remplis les cahiers, les cahiers, les cahiers. Et dans le groupe, il s'est avéré que, voilà, on a laissé l'écriture de chansons à mon frère au final parce qu'il a un talent incroyable et que ça se passait tellement bien. Il a écrit des textes sublimissimes, heu, peut-être parfois remplis de doutes, mais sublimes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, par contre, je continue à travailler mon songwriting et là, je deviens songwriter et je signe, des contrats avec des producteurs, voilà, qui m'ont continué à me former. Donc vraiment, j'ai appris à écrire la chanson, la chanson, c'est ma première forme d'écriture. Hem et à un moment, j'ai des expériences spirituelles très, très, très fortes et je commence à écrire, je dis: «Vas-y, je vais écrire un livre». Donc je commence à écrire une auto-analyse, vas-y. On s'en sort chez l'étincelle. Exactement, c'est On a et parcouru un peu. ce qui se passe, c'est que c'est vrai que en fait, dans l'écriture, ce que je ressens, c'est que ça permet vraiment cet espace à l'auto-analyse. Et ce que je vois maintenant aujourd'hui, c'est qu'il y a tous les livres, que j'ai pu écrire avant Chercher l'étincelle, en fait, ils ont pas été publiés. Et tout un tas de chansons aussi que j'ai pas publiées. Et je commence à être convaincu maintenant, vraiment toujours de plus en plus, que l'art, c'est une décision personnelle que chacun peut faire, chacun dans son coin. C'est vrai. Quand tu décides de le publier, là, tu as besoin de la partager, mais c'est déjà une autre étape. Et l'écriture, c'est avant tout quelque chose de personnel et qui permet d'aller dans l'introspection. Et c'est en fait, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la forme de prière dans le judaïsme qu'on appelle l'Hitbodedut.
qui a été enfin vraiment développé, pas créé, mais développé par Rabbi Nachman de Bratslav, l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. On est toujours dans le chassidisme. Et Peut-être après, il faudra que tu expliques ce que c'est. ouais, bien sûr, ouais. Et donc en gros, ce qui se passe, c'est que en fait, c'est l'idée de parler à Dieu au moins 1 heure par jour. Donc après tu peux faire 10 minutes, il y a pas de problème, 5 minutes, c'est très bien, même 2 minutes, c'est très À l'écrit? non, non, vraiment de parler. OK. Mais la vérité, c'est que, eh ben, si tu veux le faire à voix haute, c'est incroyable. Dans une forêt, plus. L'expérience est décuplée. Mais il y a une forme du doigt des doutes qui est l'écrit aussi. C'est-à-dire, on fait un livre pour soi, on fait une chanson pour soi, un poème pour soi. Et après, si on avait le partager encore une fois, c'est génial. Ça va être tenir un journal. Ouais, c'est comme tenir un journal. C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que je trouve que tu sais, en tant qu'artiste, c'est assez tentant aujourd'hui d'être dans l'instantané. Tu vois, tu fais un dessin, tu le postes tout de suite. Tu fais une chanson, tu la sors tout de Ouais. suite. Et le fait de juste écrire pour soi, c'est un peu anachronique, tu vois, par certains aspects. Mais en même temps, tu vois, c'est aussi ce qui fait que c'est beau, en fait. C'est intéressant ce que tu racontes, je trouve, Ouais, tu là-dessus. écris sans ego, enfin, c'est juste pour soi. Après, tu peux te faire des ego trips tout seul, hein. Non, bien sûr, mais non, mais t'as raison, t'as raison. Tu raison, mais genre pas dans le but de enfin, j'imagine, Mais regarde, tu vas moi, pas par exemple, j'écris un journal, je relis pas 50 fois ce que j'écris, parce que si je commence à faire ça, je vais vouloir faire des phrases de ouf et imaginer quelqu'un qui est en train de me lire, c'est pas le but. Le but, c'est genre de sortir tout ce que t'as dans la tête, j'imagine, quoi. Magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais absolument et c'est vraiment mais c'est vraiment ça, c'est on voit la frontière entre journaling, Ouais. c'est tenir un journal et le geste artistique et là, on peut faire de l'art pour soi, en fait. On peut faire du tenir un journal pour soi et on peut faire de l'art pour Mmh. soi et après, c'est vrai que, du coup, quand on m'a proposé d'écrire, un livre, là, par contre, j'avais envie que ça soit, qu'il y ait un enseignement à transmettre. Donc je raconte la vie du Baal Shem Tov et mon éditeur Christian, eh bien, de Actes Sud, il a, il m'a dit, «J'aimerais bien que vous racontiez l'histoire du Baal Shem Tov». Je dis: «D'accord, mais moi, je vous avoue que j'ai toute ma vie rock'n'roll, il m'a influencé depuis toute ma vie, enfin presque depuis la moitié de ma vie, le Baal Shem Tov». C'est un rabbin, le C'est baptiste? Baal Shem Tov, c'est lui à partir de qui c'est lui autour duquel en fait le racisme a été créé. Le mouvement chassidique, OK. Exactement et en gros, je dis: «Mais il faut que je raconte ça parce que enfin je veux dire c'est grâce à lui que C'est j'ai parce pu qui t'inspire? repousser l'idée de devenir, rabbin et c'est grâce à lui que j'y suis revenu aussi». Ouais, 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 et tu en parles hyper bien là-dedans et tu montres qu'en fait, ces 2 expériences, elles ont été complètement liées. Absolument. Et à propos de ce qu'on vient de dire justement sur l'écriture ou même, sur la musique, il y a 2 personnes qu'on aime beaucoup chez le Midrash, c'est, Rick Rubin, du coup, qui est un des plus grands producteurs de musique, aux États-Unis, qui a, fondé, Def Jam, qui lui, pareil, hein, il a ja il son grand truc, c'est de dire: «Bah, moi, j'ai jamais, touché un instrument, j'ai jamais, écrit quoi que ce soit», mais par contre, c'est le mec qui a produit, les plus grands titres, de l'histoire. Et on parlait du journaling, on pense aussi à Etty Hillesum, rien à voir, mais qui est une écrivaine, une auteure, une autrice, qui a beaucoup parlé de ça aussi, de son rapport à l'écriture et de son rapport à Dieu et même à la prière dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, c'est 2 personnes qui, de manière complètement différente, à des époques complètement différentes, tiennent un propos qui est celui de dire que être artiste, c'est un acte de création divine. Parce qu'en fait, Dieu étant lui-même créateur et ayant créé, l'homme à son image, hein, d'après ce qu'on lit dans la Bible, la créativité sera un don de Dieu qu'il faut chercher au fond de soi et dont il faudrait faire offrande au monde. Et on est enfin, c'est une approche qui nous touche beaucoup. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette idée? Est-ce que tu penses que l'acte créatif, c'est quelque chose qui puisse, réparer le monde? C'est exactement ça l'idée, c'est que je pense que l'idée, à la base de la base, c'est le tikkun, Tikkun Olam, ouais. la réparation. Tikkun olam, c'est la réparation du monde, mais en fait, elle ne peut être efficace que si on commence par le tikkun atzmi. C'est-à-dire que la pratique du judaïsme, la pratique du Shabbat, l'étude de la Torah, qu'on espère aussi quotidienne que possible, mais même si elle est hebdomadaire, même si elle est mensuelle, il faut étudier. En fait, ça permet de travailler sur soi, travailler ses midotes, ses qualités et aller réparer ce qu'il y a éventuellement de brisé au fond de soi, parce qu'on a chacun eu des fêlures, des brisures. Et à partir de cet acte de réparation, grâce à une sagesse qui nous dépasse, alors déjà, on peut commencer à sortir dans le monde et peut-être essayer de contribuer un petit peu à sa réparation, parce que il serait fou de penser qu'on peut le faire tout seul et qu'on puisse tout Bien sûr. réparer. C'est complètement irréaliste. À partir de ce moment-là, vient éventuellement, pour quelqu'un qui se sent artiste et qui veut que son art contribue à ce que le monde aille mieux, ben, l'idée de publier. Alors on va les partager,
à un niveau, amateur ou professionnel, voilà, qui peut aussi être une forme de réparation, hein, de publier des choses qu'on a écrites et ensuite, mine de rien, dans ce partage, ça peut arriver à nous rassembler, à nous faire ressentir qu'on est tous des êtres humains, à nous faire ressentir l'idée que voilà, quand on dit: «Éternel notre Dieu, l'Éternel est un», c'est que l'idée dans le judaïsme, c'est que Dieu, il est derrière tout, en toute chose, tout le temps. C'est lui qui fait tenir le monde Mmh. et à chaque fois qu'on arrive à un petit peu lever ce voile et on arrive à comprendre qu'il n'y a que Dieu, il y a qu'une unité, en fait, derrière tout ça. Le mot Dieu, il est pas du tout bon. C'est du grec, hein. Donc c'est l'idée, c'est que Dieu, en hébreu, ça se dit Yud He Vav Ke, on dirait, j'en ai fait vibrer le micro. C'est le tétragramme. Vous noterez que le site de Rick Rubin, ça s'appelle Tétragrammaton. Tetragrammaton. Ouais. C'est une référence au nom de Dieu. Donc tu une partie de la réponse. Je savais même pas. Cache heu Trop stylé. et Génial podcast d'ailleurs. ouais, 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 il est super intéressant et l'idée, c'est que, voilà, c'est évident que l'art, en fait, il peut aider à lever les voiles et nous faire comprendre qu'on est tous des êtres humains et on est tous des enfants de cette même source de vie. Donc il faut vraiment pas hésiter à prendre sa plume ou son pinceau ou son mic. Ouais. Et on a une autre question aussi, sur le rapport à la joie, parce que tu en parles dans tes 2 livres de manière différente. Heu, on le voit même dans les vidéos que tu publies qui sont toujours pleines de joie. On sent que c'est quelque chose qui te tient à cœur de prodiguer, de répandre de la joie autour de toi. On sent que c'est, quelque chose qui peut même faire le lien entre, bah, la joie, pardon, entre la musique, je veux dire, la spiritualité, enfin, parce qu'on est quand même dans une religion qui est assez joyeuse, qui est assez autour de la célébration. En quoi la joie est-elle un devoir? Comment on fait pour travailler sa joie en tant qu'artiste, en tant qu'être humain même, dans le monde, d'aujourd'hui? Je pense que là encore, voilà, vous l'aurez peut-être compris, je suis libéral, mais je fais partie de cette tendance qui traverse tous les mouvements qui s'appelle le néo-chassidisme. Ouais. C'est-à-dire que on va embrasser totalement les enseignements du chassidisme, mais on peut les adapter, chacun à sa pratique. Mmh. Donc les libéraux, les massortis, les modernes orthodoxes et les ultra-orthodoxes et même les chassidismes. Il y en a certains qui sont passés du chassidisme au néo-chassidisme. Hem et donc en gros, c'est l'idée que, heu, qui remonte en fait, ne serait-ce qu'au roi David, hein, mais qui a vraiment été développée par les chassidim. C'est que l'Éternel se trouve dans la joie, quoi. Heu, c'est pas une joie qui est, comment dire? Dans le déni de ce qui se passe. Et certes, l'Éternel se trouve dans la joie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec toi quand tu es au fond, parce que le roi David, il dit aussi: «Du plus profond des abysses, je t'ai appelé Éternel». Donc c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a toute la vie est à ce point-là complexe. Ouais, c'est des moments très difficiles, il y a des moments très joyeux et l'idée, c'est d'arriver avec cette pratique spirituelle qui est l'étude de la Torah, le Shabbat et tout ça, c'est d'arriver à canaliser les moments de difficiles et voilà, éventuellement, les confier à Dieu pendant 1 heure et dire: «Ah Hachem, là, j'avoue, c'est un moment difficile, c'est très difficile» et ne pas hésiter à aller voir un psychologue ou un psychiatre, Mmh. les uns bien entendu. C'est vrai. Mais je veux dire, la spiritualité, voilà, ça peut partir de là et une fois qu'on a accepté ça, alors après on peut commencer à travailler sa joie. C'est pas la forcer non plus. Mmh. C'est quelqu'un dans le deuil, on peut lui dire: «Mais sois joyeux, dis donc, non, au contraire, Ouais. faut vraiment faire attention à comment le travail de la joie se passe. C'est pas n'importe qui, n'importe quand, à tout moment de la vie. Mais on espère dans un moment où ça va plutôt bien, commencer à dire: «Voilà, voilà, finalement, c'était qu'un problème financier. Finalement, c'était qu'un problème de carrosserie de voiture» Prends du recul, en fait. et donc tu commences à prendre du recul et Ouais. après tu prends du recul, je dis: Mais attends, mais c'est quoi, en fait, ce cadeau qui me fait chaque matin de me réveiller? Modé ani lefanecha, moda pour les filles. C'est l'une des premières prières qu'on récite le matin. Ça, c'est a priori, c'est dès que l'oreille s'ouvre, dès que tu re enfin, c'est le premier sens qui peut-être, potentiellement, revient à nous quand on quitte le sommeil et je suis reconnaissant, à toi, je te reconnais l'Éternel comme source de toute vie et au final, voilà, je te remercie pour ce souffle que tu m'as rendu, et cette confiance, en fait, que tu as mis en moi, en me rendant mon souffle chaque matin. Parce que chaque matin, c'est un nouveau monde, chaque matin, c'est on revient à comment dire? À ouvrir le champ de tous les possibles
Et ça nous ramène au nom de Dieu. Quand je demande à l'Éternel, mais quel est ton nom? L'Éternel, il dit, je serai qui je serai. Heye, Asher, Heye. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'il y a cette étincelle divine en nous, cette possibilité en nous de pouvoir prendre tous les chemins chaque matin qui s'offre à nous. Et ben, faut savoir la prendre, même dans les chemins, même dans les moments où c'est difficile, on espère. Et après, ça se travaille, ça se travaille. Et au final, bah, ça peut être un vrai refuge. En fait, on dit Hachem Sori Vogoali, l'Éternel est mon sauveur et mon rocher. Et c'est des rochers, en fait, c'est pas un rocher sur lequel tu tiens, il y a de l'eau autour. Mais les rochers dans le désert, c'est ceux qui te protègent du soleil. Et donc, en fait, en gros, l'idée, c'est que voilà, c'est la joie, ça devient c'est cette protection face à un quotidien qui peut être morose. Très beau. C'est intéressant ce que tu dis avec ces sortes de toujours des petits rappels, tu vois, que la vie mérite d'être vécue, que la vie peut être Mmh. qu'on est en fait, en même temps, il y a pas de contrôle sur ce qui se passe, mais en même temps, il y a un contrôle immense, tu vois, sur notre état d'esprit, sur ce qu'on peut essayer de faire en une journée. Mais Et ouais, et même, tu vois, il y a un peu aussi cette notion de méditation au début de la journée, que tu mmh, prends le temps de réfléchir, tu fais ta prière, tu fais ton Netilade, si je me trompe pas. Heu et en fait, c'est un peu un sas de décompression avant le début d'une journée, quoi. Ouais, on peut voir comme un sas de compression. On peut le voir aussi, juste comme un feu que tu allumes, quoi. ouais, 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 c'est une mise en route aussi. T'avais des braises de la veille et du coup, tu ressouches les flammes et Ouais. parce que l'idée, oui, c'est ça, c'est vrai qu'on maîtrise si peu de choses, en fait. Mais ça, a priori, on a ce pouvoir Mmh. en espérant qu'on soit en bonne santé mentalement, et on a ce pouvoir de rallumer le feu. Ouais, là, c'est la petite séquence musicale qu'on aime. Je suis vraiment désolé, Étienne, on aurait pu parler pendant 4 jours, je pense, mais je vais devoir te poser la dernière question. Ouais. Déjà? Heu, on sait que tu es, en tant que rabbin, tu es un raconteur d'histoires. Mmh. Est-ce que tu veux nous raconter un dernier midrash? Le dernier Le ménage. Et dernier peut-être des même après, parce qu'à chaque fois, il y a parfois on demande à des gens ce que ça veut dire midrash. Donc là, on a un rabbin. Peut-être c'est pas mal si tu nous nous expliquer vite fait, ouais, ce que c'est un midrash. Vu que si je fais alors c'est en gros, il y a plusieurs formes de midrash. On va essayer de faire il en faut voilà, je vais donner qu'un petit bout ouais, donne un d'explication. petit bout. Court, court. Mais en gros, les rabbins, ils sont devant la Torah. Il y a des versets qui sont difficiles à comprendre. Et en fait, afin d'arriver à comprendre un verset, ils vont inventer une autre histoire. Aïe, c'est ça qu'on C'est aime. parfait, Et là, tu as ça. c'est parfait. Et Et du du coup, coup, ouais. si tu en as un à nous raconter, Un midrash ou un midrash, créatif? ah bah, Plus créatif que tu attends, on est chez midrash sur, Bah, je pense que ouais, c'est l'histoire de 2 jeunes gens, et qui étaient un petit peu, comment dire, dans une forêt qui était un petit peu effrayante. Et puis, ils avaient chacun une bougie et au final, au bout de cette forêt, en fait, ils étaient séparés à la base. Ils ont vu, cette petite lumière poindre. Ils se sont réunis et ils ont ramené chacun cette bougie et ils ont vu qu'à 2, en fait, ils éclairaient un peu plus le monde. Je pense que c'est vous, les gars. ah c le plus souvent. Non, je pense que là, ouais, c'est vraiment, j'ai envie de dire, comme dirait chez vous, big up. le spécial casse-dead. Vous faites un travail incroyable et je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment ce travail de voilà, certes, il y a on travaille des temps un petit peu obscurs, mais c'est en allant chercher l'étincelle. Voilà. C'était même pas Non, mais C'est en allant chercher la joie, la lumière, l'étincelle, que vraiment, on insuffle, le souffle, divin dans le quotidien et qu'on arrive à traverser les périodes les plus difficiles et vraiment, c'est incroyable ce que vous faites. merci beaucoup à toi. Nous, on adore ce que tu fais, on adore ce que tu représentes et on était vraiment ravis de discuter avec toi Ouais, et ça nous touche beaucoup. Merci pour tout, Étienne. merci beaucoup, Étienne. Ah ouais, grand kiff. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. On espère que vous avez appris autant de choses que nous. Normalement, si vous avez plus de questions que de réponses, c'est un bon signe. N'hésitez pas à vous abonner à nous sur votre plateforme de streaming préférée et nous mettre 5 étoiles. À très vite pour un prochain épisode avec un artiste juif du futur. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu ce projet possible. Un podcast produit par Tenoa, enregistré chez Mumbo Studio avec une musique d'Etienne Soul. Bisous!